Salut à toi et bienvenue chez Gérard, le podcast qui t'apprend comment gérer l'art de faire de l'art. Salut à toi, dimanche. Alors je suis très heureux de te recevoir dans le podcast d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, comment est-ce que tu vas? Plutôt bien, avec ce presque retour du printemps. Ouais, c'est vrai qu'on enregistre au mois d'avril, donc du coup le printemps commence à poindre son nez. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ou de quand as-tu commencé à faire de l'art? Alors, ça c'est une très grande question. Je pense que faire de l'art, j'en ai toujours fait. Après, ça dépend ce qu'on appelle art, mais qu'à être dans une démarche créative, tant que je me souvienne, c'est depuis vraiment tout en enfance, quoi. Et après, c'est les formes qui ont évolué au fil de mon parcours. Et forcément, la rencontre avec ce qu'on peut appeler l'art vraiment, quoi. C'est-à-dire quand j'ai commencé à étudier, à voir ce qui a été fait, là j'ai commencé, il y a des choses qui ont pris forme plus précisément, mais globalement oui, j'ai toujours fait ça. Ouais. Depuis tout petit, tu veux commencer par faire des dessins Ouais, je dessinais comme tout le tout le monde. temps, ouais. C'était vraiment, je faisais que ça, quoi. Et qu'est-ce que tu dessinais du coup? Beaucoup d'animaux. Ouais. Ouais, c'est mon autre grande passion, alors ouais. Ouais, les animaux. Ouais. Et du coup, après, en grandissant, tu t'es peut-être intéressé à d'autres choses au niveau artistique. Ben en fait ouais, j'ai eu des claques artistiques quoi, en apprenant ne serait-ce que des basiques hein, d'histoire de l'art, mais mes premiers cours d'histoire de l'art et toute la modernité et du coup les mouvements Dada, etc. Enfin tous ces trucs que je soupçonnais pas du tout avant ça. D'un coup ça m'a ouvert complètement le champ des possibles quoi. Et j'ai compris qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et tu as fait des études peut-être dans l'art ou c'est vraiment tes recherches personnelles? Ouais, j'ai fait alors en fait j'étais au lycée déjà en art appliqué, mais ça m'a pas trop branché au final, le côté commande etc. Et puis il y avait vraiment énormément de travail et les profs étaient enfin c'était un rythme vraiment très 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 soutenu et ça m'a pas c'est pas comme ça que j'aime travailler on va dire. Et du coup, après ça, je suis allé à la fac au début, parce que en fait, je savais même pas que les écoles d'art existaient, en vrai. À la fac, du coup, d'art, enfin, art plastique. Et puis un jour, ouais, j'ai compris qu'il y avait des écoles où on pouvait, on pouvait faire ce qu'on voulait aussi. Et du coup, j'ai passé une équivalence et je suis arrivé à l'école d'art d'Annecy en troisième année. Et voilà, et j'ai fini le parcours, j'ai fait troisième, quatrième, cinquième année là-bas, quoi. Ouais, super. Ça fait combien de temps que tu as terminé le parcours? 5 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu retires du coup de cette période? Eh fait énormément de choses. Déjà beaucoup d'amitié. Enfin, mine de rien, je pense un des grands points forts des écoles, alors je sais pas, peut-être les autres aussi, mais les écoles d'art en tout cas, celles que j'ai expérimentées, c'est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que c'est là que j'ai rencontré mes alliés enfin pour la vie. J'ai l'impression que toutes mes relations d'avant enfin je sais pas, se sont un peu moins éternisées et là il y a eu un côté très logique quoi. J'ai rencontré des gens, je me suis dit ah bah c'est avec eux que je vais faire ma vie quoi. Enfin il y avait un côté comme ça très providentiel, très agréable. Et puis après bah au niveau de la pratique, ça m'a fait me poser énormément de questions et ça c'est plutôt chouette. Je suis arrivé un peu en étant très sûr de ce que je faisais. Enfin, sûr dans le sens, je savais ce que je faisais, quoi. Je savais exactement ce qu'était ma pratique et en fait, on m'a démonté ça dès la première semaine et c'est pas mal. Du coup, il faut tout remettre en question tout le temps et du coup, ça m'a appris aussi ça, quoi, à comprendre que je serai jamais absolument certain de ce que je fais et que je relancerai les cartes à chaque fois, quoi. Et ça me plaît pas mal comme façon de voir. Ouais.
Ouais, c'est vrai que du coup, ça te permet de pouvoir te questionner sur plein de choses, mine de rien, et sur nos questionnements qu'on a dans notre vie. Et tout à l'heure, tu parlais du coup du mouvement Dada. Est-ce que tu as eu d'autres influences ou est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont vraiment influencé grandement? Alors vraiment ma plus grande influence, euh, mais vraiment par-dessus toutes les autres, c'est Andy Kaufman. Pour le coup, c'est pas un artiste plasticien, quoi. C'est vraiment, je sais pas trop comment le définir, quoi. Il y en a qui vont dire que c'est un comédien ou un comique, mais en fait, c'est juste quelqu'un qui vivait qui vivait vraiment dans son art d'une manière absolument totale, quoi. Au point où les gens autour de lui savaient pas trop quand il était en train de jouer ou quand il était en fait il a vraiment brisé une frontière entre la vie et l'art et ça m'a quand j'ai découvert ça vraiment ça m'a mis une espèce de claque et j'ai su que à partir de là je voulais surtout faire de l'art de la manière la plus naturelle possible et sans jamais m'arrêter et peu importe ce que ça donnait quoi peu importe si ça marchait ou pas mais juste le faire le plus naturellement possible quoi. Ouais. Il y a quelque chose qu'il a fait en particulier qui t'a vraiment marqué? Euh, il y a un sketch que j'adore qui s'appelle Eating Ice Cream. Pardon pour l'accent. Alors je sais pas si je spoil ou pas du coup. Sinon il est sur YouTube. Parce que le truc c'est que ça marche. Je veux dire si je le raconte ça spoil complètement la chute quoi. Ah bah on va garder la chute secrète. Ouais, j'espère qu'il est toujours sur YouTube. Que tout le monde aille voir Eating Ice Cream d'Andy Kaufman et mettre le podcast en pause, va voir la vidéo et reprend ici avec nous. C'est la clé de la compréhension. Donc attention, pause direct et direct Andy Kaufman vidéo. Est-ce que du coup tu as d'autres influences ou peut-être des choses qui te impactent encore maintenant dans ton processus créatif? Bah en ce moment en fait depuis que je suis sur les réseaux parce que ça fait pas si longtemps que ça, j'ai aussi découvert ça a été pareil un deuxième encore une ouverture du champ des possibles encore plus large quoi. J'ai compris qu'il y avait plein de gens qui faisaient de l'art sur Instagram, sur TikTok et pareil de manière très spontanée, très naturelle et du coup en ce moment c'est plus ça qui m'influence beaucoup, c'est de voir parce que là encore il y a un truc hyper intéressant de on sait pas trop ce qu'est une œuvre, ce qu'est juste la vie de la personne. Enfin, il y a un truc où ça trouble un peu toutes les couches quoi. Et moi, c'est un peu ce que j'aime aussi dans l'art. Quoi. C'est vraiment quand on sait plus trop, quand c'est flou quoi. Quand on sait plus trop ce qu'on regarde, est-ce que c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est la limite floue entre peut-être l'artiste et l'homme, entre ce qu'il fait en tant qu'être humain et en tant qu'artiste, qui pour toi, on sent que c'est les deux en fait. Et ce qui est pas faux, puisque est-ce qu'on doit, l'éternelle question, séparer l'homme de l'artiste? Ouais, non, moi je pense que pas du tout. Déjà parce qu'on sait malheureusement à quel point des artistes ont pu être défendus à cause de cette fameuse distinction, alors que non, en fait, ne serait-ce que pour une chose. Et ça, j'ai entendu ça. En fait, c'est le collectif qui colle des slogans féministes à Paris et dans toutes les autres villes. J'ai vu une interview une fois où la fille disait tout simplement en fait, quand les gens, je sais pas, là c'était le cas d'un cinéaste, je vais pas dire son nom, mais on se doute tous. Et elle disait, en fait, quand les gens vont voir ces films, en fait, c'est sa vie d'homme qui est financée. Et du coup, à partir de là, bah non, on peut pas faire de distinction, en fait, parce que par son art, on fait vivre sa vie d'humain, en fait. Et du coup, ouais, c'est absolument impossible de séparer les deux, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est inentendable comme distinction. Ouais, en même temps, toute œuvre d'art est faite par quelqu'un, hein. Donc forcément, ça implique un être humain alors derrière. Donc après, c'est vrai que
séparer les deux, c'est comme si on coupait la personne en deux et on disait que c'était deux personnes différentes alors que c'est toujours la même personne, hein. C'est ça. Depuis que tu as terminé tes études d'école d'art à Annecy, quel projet as-tu pu entreprendre? Ou est-ce que tu as pu faire peut-être des résidences ou des expositions ou... Ouais, j'ai fait pas mal d'expos, enfin pas mal, pas énormément non plus, mais quand même. Et j'ai eu une résidence à Leipzig chez Fugitif, qui n'existe plus maintenant, je crois malheureusement, depuis peu. Mais ça c'était en 2019. Ouais, c'est pas mal le format résidence quand on a une pratique un peu qui se veut un peu in situ, un peu improvisé, un peu en réaction à un environnement, etc. Là, c'est pas mal, quoi. Ça fait changer d'air et encore une fois relancer les dés, repartir de zéro un peu. Ouais, ça a été ma seule grosse résidence, c'était 2 mois à Leipzig. Qu'est-ce que tu as fait durant cette résidence du coup? Alors, Plein de choses. j'ai fait quelques gestes, c'était le tout début des gestes. Et non, et surtout j'ai vraiment beaucoup produit, mais encore une fois d'une manière très naturelle et très en me baladant pas mal aussi, quoi, parce que forcément quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, enfin il y a un équilibre à trouver entre la production et la découverte. Là, ce qui était bien, c'est qu'on avait le lieu d'expo qui était vraiment collé à l'appartement, du coup. Pour moi, c'était idéal, quoi. C'était vu que les allers-retours entre le monde domestique et l'art chez moi, disons que le chemin n'est pas très long, quoi. Du coup, c'était pratique. Écoute, l'appartement restait un prolongement de l'atelier ou l'atelier un prolongement de l'appartement. Ouais, c'est ça, voilà. Euh, Justement, tu parlais des gestes que tu as pu commencer à faire là-bas. Peux-tu nous parler un peu des gestes pour sauver le monde, qui est ton autre compte Instagram? Ouais. Alors, les gestes pour sauver le monde, bah, c'est des vidéos que j'ai commencé en 2019, du coup. Alors, comment ça a commencé, je sais plus exactement. Mais le fait est que, en fait, j'avais pas mal de... En fait, j'aurais pu les commencer, je pense, au moins 5 ans avant, parce que j'avais plein d'idées comme ça qui rentraient pas dans le format exposition. À l'époque, j'étais très, enfin forcément, je sortais de l'école d'art. Du coup, dans ma tête, j'étais censé faire des expositions. C'était le format qui était censé me correspondre. Et sauf que j'avais des idées comme ça qui étaient un peu trop informelles, un peu trop, enfin voilà, qui se prêtaient pas à ce truc-là. Et en fait, c'est plutôt à mon arrivée sur les réseaux que j'ai compris que je pouvais leur donner une vie beaucoup plus simple juste en les filmant sous forme de gestes et en les publiant. Et il se trouve que j'ai commencé et que les gens avaient l'air de bien aimer. Enfin, c'est ce dont on me parle le plus souvent, je crois. Du coup, ça me donne envie de continuer à fond, quoi. Et surtout, c'est la part de ma pratique qui est la plus immédiate et la moins maquillée, quoi. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est vraiment brut. Du coup, ça me plaît pas mal d'avoir comme ça une pratique très directe que je peux faire n'importe où, juste avec mon téléphone. Ces derniers mois, je me suis un peu, enfin là en ce moment, je suis dans une optique où j'ai décidé que c'était ma forme pour l'instant, ma forme la plus aboutie et que pour l'instant, c'est ça que je devais faire. Ouais. Tu te concentres sur ces gestes pour sauver le monde. Ouais. Enfin là, disons que les dernières expositions qu'on m'a proposées, j'ai voulu exposer que ça, quoi. Ouais, faire des vidéos, un travail de vidéo du coup. Ouais, parce que ouais, je trouve qu'en ce moment c'est ce qui me correspond le mieux et ce qui correspond le mieux à la période aussi, quoi. Par un triste hasard, il se trouve que c'était quand même bien adapté au confinement, au fait de rester chez soi et du coup forcément là c'est hyper pratique. Je peux juste envoyer les vidéos à des expositions, j'ai pas besoin de y aller si je suis confiné. Pour moi, c'était aussi cette évidence-là que, en fait, j'avais aussi trouvé une forme qui était waterproof, quoi. Enfin, qui avait résisté à la crise, quoi. Ouais. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je garde celle-là pour l'instant. Bah, super. Ce qui est intéressant dans cette pratique-là, c'est que tu utilises des objets donc du quotidien, que ce soit une poivrier, une salière, une chaise, un cintre, tu fais plein de choses, un plat de pâtes
aussi, un rouleau de papier toilette. Et c'est intéressant dans l'usage que tu en fais, parce que ça nous rappelle aussi que pour faire de l'art, on n'a pas forcément besoin de choses qu'elles soient forcément coûteuses, ou qu'en fait, on peut faire de l'art à partir de tout. Et justement, quel regard tu portes, toi, sur les objets de notre quotidien, sur leur utilisation peut-être standard? Il y a, enfin, pour réagir juste sur ce que tu dis sur le fait qu'on peut faire de l'art à partir de n'importe quoi et sans que ça coûte. Moi, il y a aussi que je crois que je suis pas très à l'aise avec la notion de spécialité. Le côté j'ai une pratique et je la maîtrise à fond et c'est mon domaine de spécialité. Moi, c'est un mode ouais, qui me va pas trop. Moi, je sais que je préfère avoir plein de petits savoir-faire inutiles ou d'apprendre des choses à moitié, etc. Enfin, je suis beaucoup plus volatile, quoi, dans mes approches. Et j'arrive pas je sais pas, à apprendre la même chose pendant 10 ans et devenir un spécialiste, quoi. C'est vraiment pas ma façon de faire. Et du coup, il y a aussi ce truc-là de pas avoir de matériel spécialisé, du coup d'être vraiment dans un environnement domestique ou peu importe, mais en tout cas un environnement qui vient à moi de manière très naturelle et qui est pas mise en scène, qui est pas dans un atelier, qui est pas du matériel justement spécialisé non plus, quoi. Et du coup, ah oui, tu me demandais l'usage normal pour faire. Ben en général c'est bien pensé, hein. Moi j'adore en fait je suis à la fois fasciné par l'ergonomie et le fait que ça puisse être complètement détourné quand même, le fait que les objets aient été pensés pour quelque chose de manière très précise avec beaucoup de réflexion et d'ingéniosité, mais qu'en fait c'est pas leur seule capacité. J'adore cette idée là aussi, quoi. Ah bah oui, ouais. Quand on voit qu'on peut utiliser un rouleau de scotch pour pouvoir utiliser pour remplacer une poignée. Alors ça c'est le gros tube sur TikTok, celle-là. Ça, alors, j'ai pas TikTok, donc du coup, Ouais, je viens de commencer, mais c'est étrange, quand même. c'est une autre plateforme, ouais. J'avoue que même moi, c'est une plateforme qui a l'air d'être aussi très créative. Les gens font pas mal de choses. Personnellement, je connais pas du tout, que j'ai pas exploré encore. Et c'est ça qui est chouette aussi dans ton travail, c'est que il y a beaucoup, mine de rien, de poésie en détournant l'objet usuel. Il y a toute une réflexion autour de la fonctionnalité de l'objet, de la place de celui-ci dans notre quotidien. Et le fait d'utiliser des objets de notre quotidien qu'on connaît très bien, qui ont été pensés pour une fonction précise, le détourner, ça ouvre en fait le champ de la créativité. Et en fait, on bascule du coup de quelque chose qui est très standardisé, très pensé, à un imaginaire où en fait le champ des possibles est vraiment gigantesque. Ouais. En fait, c'est presque peut-être pour ça, inconsciemment, que ça s'appelle comme ça aussi. Parce que même si c'était un peu, forcément un peu la blague, quoi, de dire geste pour sauver le monde, je sais pas, j'ai voulu à ce moment-là un titre un peu ironiquement grandiloquent, mais j'ai la conviction quand même que c'est, je sais pas, c'est une piste. Ouais. Que en fait, que j'ai l'impression que pour changer les choses, faut vraiment repartir à la base, quoi, et repenser même les choses les plus simples et les plus acquises, celles dont on est le plus sûr. Ouais, parce que ton travail, mine de rien, il pose la question de l'utilisation des objets, de notre utilisation. Et finalement, on utilise tellement des choses tous les jours que ça nous empêche de rêver parfois. Et puis les objets n'ont pas été non plus conçus pour rêver, hein. Quand on voit, je sais pas moi, une salière ou un rouleau de papier toilette, ça n'a pas été fait à la base pour rêver. Et justement, ça qui est chouette dans ton travail, c'est ce lien qu'il y a entre l'imagination et la fonctionnalité des choses. Quel lien tu fais toi entre justement la fonctionnalité des objets et ton imaginaire à toi? Est-ce qu'il y en a un? Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression
non, que justement il y en a, enfin, que ça tend vers justement l'annulation de ce lien, quoi. Que en fait, c'est plus une sorte de table rase, quoi. Comment on fait si on oublie à quoi sert cet objet et ce qu'on a appris, quoi. C'est un truc, ouais, de désapprentissage aussi, je pense, de déconstruction, quoi. Ouais, on désapprend l'utilisation qu'on nous a fait des choses pour justement tendre vers une utilisation nouvelle, vers une créativité, et du coup c'est ça permet de mine de rien d'avoir un regard autre sur les choses qu'on a l'habitude de regarder, d'avoir justement ce regard un peu décalé, mais se dire que ben voilà le couteau, la fourchette que j'ai dans les mains, bah ça sert pas juste à manger, mais je peux en faire d'autres choses. Et du coup, ça va même plus loin que ça, parce que voilà, même, enfin, ça peut poser des questions même sur notre éducation, sur les choses qu'on nous apprend depuis tout petit, des choses qui nous formalisent, hein. Voilà, le fait de faire ses lacets, ou de mettre des scratchs, porter des pantalons, ou ce genre de choses. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont normalisées, et du coup, ça permet de repenser certaines normes que on nous a inculquées, et qui du coup nous empêche parfois de voir l'utilisation multiple qu'on peut avoir des objets. Et des fois c'est un peu les difficultés des fois dans la société, c'est de ranger les choses dans des cases, sauf que on oublie qu'à la base il n'y a pas de cases. Ouais. Bah, et puis que ça reste des outils, et des outils, qu'il faut se réapproprier, enfin là, du coup, c'est, comment dire, de façon plutôt dérisoire, mais je pense que c'est pareil d'une manière plus générale pour Internet, pour tout, quoi. Qu'en fait, plutôt que se plaindre de ce qu'il y a sur Internet, en fait, faut pas oublier que c'est un outil et qu'on est censé en tout cas pouvoir se réapproprier et en faire quelque chose de mieux aussi, quoi. En fait, on a plein d'outils partout, quoi. Et je pense que c'est hyper important de se rendre compte que justement que c'est des outils, que c'est pas juste des choses qu'on subit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en fait on a plein d'outils autour de nous pour libérer notre créativité en vérité. Et que des fois on peut même se borner, ou dans notre éducation ou par d'autres choses, à un peintre il fait de la peinture, un sculpteur il doit sculpter avec de l'argile, ou avec je sais pas moi du marbre, du plâtre, un gars qui fait des vidéos il doit faire des vidéos, il doit faire une école de cinéma. On range, comme tu disais tout à l'heure, le but est de devenir des spécialistes, mais des fois cette spécialisation elle nous empêche peut-être, elle nuit à la créativité parfois. Alors c'est vrai qu'il faut une certaine maîtrise des fois pour arriver à ce qu'on veut, mais entre devenir un maître et devenir un artiste, ce sont des choses totalement différentes. Ouais, c'est sûr. Quand je regardais vraiment ton travail, et du coup ça m'a fait penser, voilà, en plus t'en parlais un peu tout à l'heure avec le mouvement Dada, ou même après, que ce soit Marcel Duchamp lorsqu'il expose sa fontaine, ça m'a fait penser aussi à un tableau de Magritte quand j'ai regardé, qui s'appelle Les vacances de Hegel. Alors, c'est lequel déjà celui-là? Alors c'est un tableau rouge où on voit un parapluie, et sur le parapluie il y a un verre d'eau. Ah oui. Ouais. Et ça m'a fait penser à ça, et voilà le côté un peu absurde Ouais. de tout ça, qui nous pose aussi même des questions sur la définition qu'on donne aux choses en fait. C'est sûr. Ce que j'aime bien dans ton travail, c'est quoi? Tu donnes, on va dire, de nouvelles définitions aux objets du quotidien, dans le but, voilà, d'apporter une réflexion beaucoup plus créative. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce ne sont que des outils, et tous les outils peuvent nous servir à créer, quoi. Grâce à toi, on regardera plus forcément tous les objets de notre quotidien de la même manière, en se disant, tiens, ce stabilo que j'utilise depuis toujours, peut-être que je peux faire autre chose avec. J'espère, ouais. En tout cas, il y a des gens qui m'envoient des choses, quoi. C'est assez drôle. Et les gens aussi s'en mettent à faire des gestes pour sauver le monde. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as reçu? Oh bah, c'est du coup dur à expliquer, mais il y en a des biens, hein. Ouais. Mais c'est juste, ouais, ça m'a montré que, comme tu dis, que du coup, il y a des gens qui, je sais pas, c'est comme si, c'est presque comme si j'avais fait un nouveau filtre Instagram, quoi, qu'on pouvait appliquer aux objets du quotidien. Et du coup, moi, ça me fait super plaisir, quoi, quand les gens m'envoient quelque chose en me disant, ah tiens, est-ce que c'est pas un peu un geste pour ça? Bah oui, c'est clair que ça doit faire plaisir. Et oui, et ça me faisait penser aussi ton travail à ce que j'avais vu il y a quelques années, un projet
qui s'appelle le Centre national de recherche du vortex, qui a été instigé, ou plutôt, enfin, qui a été mis en place par Jacques Auberger et Alexandre Guin. Enfin, je sais que c'est quelque chose, moi, qui est aussi l'absurde et la réflexion sur les choses, sur le monde qui nous entoure, mais c'est toute une approche un peu scientifique liée à l'exploitation des objets qu'on a autour de nous. Et ils ont fait plein de vidéos, hein, d'expériences, comme balayer des balayettes, Ouais. comme défenestrer une fenêtre. Voilà, ce genre de choses qui, je trouve, tu te places aussi un peu dans cette recherche-là de vortex, de boucles qui reviennent à la base, au même endroit, alors que c'est un chemin complètement différent et absurde. Et du coup, j'ai vu aussi que il y a quelque temps, donc tu as sorti un EP qui s'appelle Poignée. On peut peut-être parler justement de cette exploration musicale là. Oui. Alors c'est du coup un EP qui est sorti sous forme d'objet grâce à une petite maison d'édition qui s'appelle Altitude, Revue Altitude. Et je leur ai proposé ce projet parce que j'avais comme ça quelques chansons qui traînaient et qui étaient très basées justement sur l'objet, quoi, enfin je sentais un prolongement comme ça de cette réflexion sur les objets du quotidien. Je sentais qu'elle résonnait dans ces chansons aussi, et du coup j'ai voulu sortir ça d'une manière un peu pareil, qui faisait écho, pouvait faire écho à mon travail plutôt plastique, enfin, gros guillemets. Et du coup, c'est sorti sous forme de mug, un mug avec une sorte de poème dessus qui est tiré de l'épée, justement. Et voilà. Quelle est cette phrase de ce poème? Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit avant. C'est je mets la main sur la poignée, je suis la poignée de la poignée. c'est c'est très philosophique. C'est ouais, c'est en fait De toute façon, dans l'absurde, il y a beaucoup de philosophie. bah, ouais, en fait je sais plus du tout non plus comment cette phrase est venue, mais en fait je trouvais j'ai l'impression que ça résumait la posture que j'essayais d'avoir, quoi. La manière dont j'essayais de me placer dans mon environnement, la place que j'essayais de prendre, quoi, dans le monde. C'était un peu ça, quoi, devenir la poignée de la poignée. Ouais, d'avoir cet accès justement au monde par cette poignée-là. Ouais, c'est ça. Et du coup, enfin, de faire corps aussi avec l'objet pour de vrai, quoi. Et enfin, Ouais, quelque chose d'assez, comment dire, matériel, alors que c'est à la base c'est de la musique. T'as donné aussi un aspect comme ça, à ce travail-là. Et dans ton processus créatif, justement, est-ce que tu as la manière dont tu abordes la musique et la manière dont tu fais peut-être des vidéos ou des installations, ou dans ta réflexion, est-ce qu'il y a c'est le même chemin? Comment est-ce que tu fais pour arriver au bout de ce projet-là? j'ai l'impression que c'est pas le même chemin, mais que le même point de départ. Enfin, qu'en fait, à partir d'une idée, j'ai l'impression que soit elle devient un geste, soit elle devient une chanson, mais c'est un peu toujours le même point de départ. C'est une idée, une rencontre entre deux objets, je sais pas, souvent, enfin, c'est une image, en fait, globalement. Moi, après, je sais que je suis, j'ai été un très grand consommateur de rap français quand j'étais ado, et principalement de Booba, je l'avoue. D'ailleurs, ça aurait pu être, ça doit être ma deuxième plus grande influence, je pense, après Andy Kaufman. Et en fait, il y avait vraiment un truc qui m'obsédait complètement. C'était sa manière de créer des images, quoi, justement avec quelques mots, vraiment en mettant un mot à côté d'un autre, d'un coup ça devenait une espèce d'image, une image totale qui tournait sur elle-même, quoi, qui disait tout. Enfin, il y avait moi je trouvais ça d'une puissance vraiment. Et après j'étais ado, du coup en plus le côté, enfin voilà, mine de rien, le côté très ado aussi dans ce qu'il faisait, parce que très violent, ça me parle beaucoup moins maintenant, mais en tout cas j'en ai retenu, je crois,
une envie de faire avec peu de choses déjà, d'aller droit au but que ce soit avec les objets ou les mots, ouais, d'essayer de trouver comme ça des rencontres très simples mais qui en disent beaucoup, quoi. Et du coup pour moi, ouais, moi j'ai du mal à voir la frontière entre mes chansons et mes gestes, quoi. Pour moi c'est un peu les mêmes, c'est un peu les mêmes images mais avec juste des processus différents, quoi. Il y en a un qui est très brut et l'autre qui est beaucoup plus esthétisé et qui est beaucoup plus enfin dans lequel il faut faire beaucoup plus de choix, quoi, parce que forcément la musique bah voilà, faut forcément faire des choix. Est-ce que ça va être, enfin, je sais pas, quels vont être les arrangements, les tempos, pour moi c'est là la plus grosse différence, quoi. C'est que d'un côté je laisse parler des esthétiques, des goûts, des choix, alors que de l'autre côté les gestes pour cérémonie, on est dans la matière la plus brute possible, quoi. En quelque sorte, dans ces des différents projets, c'est un peu des chemins différents, mais c'est toujours les mêmes chaussures, quoi. Ouais, c'est ça. En quelque sorte, c'est que du coup, les réflexions que tu portes sur certains objets, tu les as portées en musique. D'ailleurs, est-ce que c'est toi qui as composé la musique ou est-ce que tu as travaillé avec quelqu'un? En fait, la musique, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire toute ma vie et que j'ai jamais osé faire. Enfin, en tout cas, pas jamais, depuis maintenant, mais que j'ai pas osé faire pendant vraiment des années parce que je pensais que c'était trop tard et que je saurais pas faire dans tous les cas. Et puis finalement, je pense que c'est à la fin de l'école d'art, mais même plutôt après, que en fait j'ai commencé, je sais pas, à m'acheter des petits synthés un peu nuls, ou des trucs comme ça, et à commencer à essayer d'enregistrer des choses. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai osé mettre des mots en plus sur la musique, et je me suis rendu compte que en fait j'adorais faire ça, que j'arrivais à m'amuser en le faisant et que il y a des gens qui aimaient bien. Enfin, je suis très content d'avoir cette pratique maintenant parce que vraiment c'est quelque chose que c'était une grande frustration pendant longtemps de pas faire ça. Tellement moi je consommais énormément de musique, j'ai beaucoup plus consommé de la musique que de l'art plastique, quoi. C'est intéressant de ce que tu dis parce que enfin on baigne tous plus dans notre culture où on est quand on grandit mine de rien la musique c'est quand même quelque chose qui est le plus accessible, on va dire ça, ou après avec les séries télé ou les cinémas ou les jeux vidéo aussi mine de rien. Et donc c'est vrai que quand on grandit, à moins d'avoir peut-être des parents ou quelqu'un qui nous guide sur ce chemin-là, à nous emmener d'exposition en exposition ou à nous parler d'artistes, tout ça, c'est quand même des choses qu'on découvre plus à l'âge adulte ou à l'adolescence. Et tout à l'heure, donc, tu disais que tu faisais t'étais un peu créatif depuis tout petit. Est-ce que justement, dans ce que tu fais maintenant, il y a des choses que tu puises de ton enfance ou des choses, peut-être des réminiscences, peut-être qui peuvent, des choses que tu as dans ta mémoire et qui peuvent t'aider pour soit un projet musical ou qui peuvent avoir une influence sur les gestes que tu peux faire. J'ai pas l'impression. Enfin là en tout cas il y a aucun pont qui me vient. J'ai globalement pas trop l'impression d'être dans des démarches rétro éclairées, quoi. En fait le problème que j'ai aussi c'est que j'aime pas très longtemps ce que je fais. Ça me lasse très vite, ce qui est un super moteur pour faire de nouvelles choses, mais ce qui peut être des fois un peu compliqué, quoi. Mais souvent notamment en musique, ouais je me lasse vraiment très vite, quoi. D'accord, ok. Et ouais, ça va un peu dans ce que tu disais, le fait de jeter les dés en permanence pour repartir sur de nouvelles choses. Et certainement que ça doit avoir une incidence sur peut-être l'attitude sur certaines choses. Quand tu fais de la musique et quand tu fais des gestes, parce que tu fais aussi de la peinture, un petit peu, Ouais, oui, d'une certaine manière, mais oui, d'une certaine manière, mais dans ce que j'ai vu, du moins oui, oui. dans mes petites recherches d'investigateur. Est-ce que ta manière de faire est assez instinctive ou est-ce qu'il y a une grosse réflexion derrière? Ou est-ce que ça surgit ou est-ce que tu es dans l'expérimentation, alors, peut-être pas en permanence, mais souvent, et de là après tu trouves le chemin grâce à l'expérience? Alors l'expérimentation pas trop, ça c'est clair et
c'était un peu mon grand problème à l'école parce que à Annecy, c'était, je sais pas si c'est encore le cas, mais quand j'y étais, c'était le grand mot que tout le monde avait à la bouche, quoi, expérimentation. Moi, le problème, c'est que, ben, c'est un espèce de mélange, quoi, d'instinctif et de, je pense que je suis globalement quelqu'un de très, qui réfléchit énormément quand même. Enfin, je veux dire, je peux pas le nier, quoi. C'est pas, j'ai l'impression que même ce que je fais instinctivement, je sais pas, après, c'est peut-être l'école d'art qui m'a formaté aussi et qui fait que même quand je fais quelque chose instinctivement, j'y réfléchis beaucoup. Et ça, peut-être aussi quelque chose contre lequel j'essaye de travailler un peu parce qu'en fait, en école, on apprend quand même énormément à réfléchir tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, à se poser la question de ce qu'on vient de faire et de comment ça s'inscrit à la fois dans l'époque, enfin, il y a tout un chemin qu'on est un peu obligé de faire et que j'essaye de perdre un peu parce que je vois que des fois ça me bloque, quoi, justement pour faire des choses de manière plus instinctive. Et c'est pour ça aussi je pense que les gestes sont devenus sont devenus aussi importants dans ma pratique parce que là en fait j'ai l'impression qu'ils parlent vraiment d'eux-mêmes et que j'ai pas du tout à les justifier ou à écrire un texte de 10 pages dessus, quoi. C'est ça, c'est qu'il y a la lecture de ce que tu fais est très immédiat et accessible à tous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que tu utilises des objets qui parlent à tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et même dans les réflexions dans ta musique, que ce soit lié à la poignée ou à la touillette, ou le fait que, ce que j'avais entendu, tu parles des cuillères qui sont rondes et des pots de yaourt qui sont carrés. Et c'est vrai que c'est des réflexions qui, euh, qui sont toutes simples, mais qui montrent aussi un peu l'absurdité aussi qu'il y a des fois derrière certaines choses qui sont bien pensées. C'est sûr. C'est ça qui est chouette. Et, enfin, pour prendre une sorte d'analogie, mais on va dire une comparaison en quelque sorte qui vaut ce qu'elle vaut, mais dans ce qu'on disait, je réfléchissais, et ta pratique s'inscrit dans une sorte, on va dire, d'arte povera du quotidien. C'est-à-dire que tu utilises vraiment tout ce qu'on a autour de nous et tu l'utilises d'une autre manière qui devrait être utilisée, sans forcément avoir beaucoup d'intervention dessus, quoi. T'es pas en train de le peindre dans une autre couleur ou je sais pas, lui donner une autre forme. C'est vraiment une interaction les objets, entre les objets et toi, du coup, parce que on te voit en action. Et c'est cette interaction avec le monde que tu développes et qui parfois nous font réfléchir en se disant, bah oui, mais en fait, ça, ce que j'entends, de ce que tu dis ou ce que je vois, ouais, mais pourquoi cet objet, en fait, il est comme ça? Et pourquoi ça sert à ça et pas à faire autre chose? Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est cette utilisation des objets en matière brute, comme si un peintre sortait de la peinture du tube ou un bloc de plâtre ou voilà, ou une guitare pour un musicien ou encore d'autres choses, hein. Mais c'est que tu utilises des objets et ta réflexion sur les objets en tant que matière première. Ouais, ça c'est clair. C'est exactement ça. Ça c'est chouette, c'est que voilà, ça aide aussi à comprendre que avoir une pratique artistique, des fois certains peuvent se dire mais moi je sais pas dessiner ou je sais pas faire. Et en fait, se dire qu'être un artiste, c'est justement c'est pas savoir ou pas savoir faire, c'est juste d'expérimenter, de mettre en relation des choses. Alors quand c'est de la peinture, ça va être peut-être relation entre des idées et ce qu'on veut exprimer, ou entre nos sentiments. Quand on regarde même, je sais pas moi, un film, il y a une relation entre des images, des couleurs, une idée, une histoire à raconter. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est de se dire qu'en fait, pour créer, il faut soit peut-être expérimenter des choses, soit réfléchir. Soit parfois ne pas réfléchir et juste mettre en confrontation des choses. Et comme tu disais tout à l'heure, sans forcément avoir on va dire une finalité précise ou se dire bah en fait ça va devenir ce que ça deviendra. Voilà, et j'espère que bah, ceux qui vont écouter ce podcast vont se dire bah en fait ouais, je sais peut-être pas dessiner mais ça m'empêche pas de dessiner. Je sais pas faire de la musique mais ça m'empêche pas de faire de la musique. Ouais. Et puis, moi, je considère aussi qu'il n'y a pas vraiment enfin, je me faisais cette réflexion-là il y a pas longtemps en discutant avec une amie et je lui disais qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment je trouve pas que ce soit très justifié le fait qu'on ait catégorisé certaines pratiques comme de l'art et d'autres comme pas de l'art, enfin qu'il y ait cette espèce de frontière un peu étrange
il y a le boulanger, il y a le peintre, et du coup le peintre est artiste, mais le boulanger n'est pas artiste. Alors que moi j'ai l'impression que l'art même, c'est même pas l'art, je pense que c'est plus une question de poésie, moi je trouve. Qu'en fait c'est juste une sorte de condiment à appliquer à tout en fait. Et qu'en fait, moi je considère aussi qu'il y a des gens qui font des pratiques entre guillemets artistiques sans cette poésie quoi, et dont les pratiques m'intéressent très peu personnellement parce que moi je sais que c'est ça que je recherche globalement dans ce que je consomme, c'est vraiment cette espèce de de poésie, même si c'est un grand mot. Mais je sais que je la retrouve aussi des fois dans des pratiques pas du tout artistiques quoi. Et tant mieux. Et du coup ouais, je trouve que c'est un peu, enfin on en a fait un peu des grands mots quoi, tout ça, de l'art, la poésie, etc. Alors qu'en fait je trouve que c'est des choses très simples et très qu'on peut faire à partir de rien quoi, et qu'on peut appliquer à tous les champs. Et je pense qu'il y a des poètes, encore une fois entre gros guillemets, mais dans tous les métiers, toutes les activités, tous les domaines, et tant mieux. Ah mais c'est sûr hein, quand on voit peut-être tu parlais d'un boulanger, il y a des fois d'un pâtissier, des choses qui sont très belles, même ne serait-ce en tant que français, en tant que bon français on va parler d'une baguette de pain, mais bon, il y a des choses quand même mine de rien qui sont il y a une forme, des couleurs, tout ce genre de choses, et c'est vrai que peut-être tu vois, de ce que tu me dis, ça me fait réfléchir aussi, et je me dis que tout à l'heure on parlait de rentrer des choses dans des cases, est-ce que finalement même dans l'art on a la même chose n'a pas été faite, de standardiser certaines choses, de faire rentrer les choses dans des cases, et du coup quelque chose qui à la base doit nous faire sortir de cases, on a l'impression qu'on nous a sorti d'une case pour nous en rentrer dans une autre quoi. Bah ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que encore une fois, bon, je vais pas je vais pas faire un pamphlet contre les écoles d'art, hein, parce qu'en plus j'ai adoré aller en école d'art et ça m'a beaucoup appris, mais je trouve qu'il y a quand même un piège à éviter quoi. Et malheureusement, en plus, j'ai l'impression que les écoles tendent de plus en plus à prendre ces directions-là, des directions très justement très formalisantes quoi. Après Annecy, pour l'instant, enfin en tout cas quand j'y étais, c'était encore bien à l'abri de ça, c'était très libre, très justement très expérimental quoi, mais malheureusement il y a une demande je pense et des pressions de plus en plus pour que ça serve à quelque chose quoi, l'école d'art, et du coup pour que ça rentre dans des cases parce que c'est un peu ça au final qu'on nous demande globalement dans la société quoi, c'est quand même à la fin de rentrer dans un emplacement quoi. De rentrer dans un tiroir et Ouais. qu'on sache que telle personne elle est dans ce tiroir là. Par exemple, je sais pas, cette personne-là, elle est pâtissier, hop, case pâtissier, et on se dit, ben c'est quelqu'un qui peut pas être aussi genre sportif, ou qui peut pas non plus être, je sais pas moi, chanteur ou cinéaste, parce qu'on l'a mis dans une case pâtissier, et que voilà. Le fait de parfois de définir trop les choses, ou enfin c'est comme quand on regarde des fois sur la vente justement d'art sur internet par exemple, si on se concentre là-dessus, et on va catégoriser dans différentes choses, tableau qu'on va dire voilà, il y a une catégorie peinture, une sculpture, photographie, toutes ces choses, et des fois alors on a besoin de définir les choses pour pouvoir avoir tous, on va dire, c'est une question de langage aussi. Si on parle de quelque chose, qu'on puisse tous savoir de quoi on parle. Si on parle d'un tableau, on sait que c'est un tableau, mais mine de rien, des fois, ça peut nous empêcher d'expérimenter certaines choses et de nous faire sortir de ces cases-là qui ont été mises et qui en créent d'autres, en fait. Et c'est un peu le travail, je pense, de l'artiste aussi, c'est d'éveiller les consciences, ou du moins de rester conscient ou objectif en quelque sorte, que l'art à la base il y a pas de case, et que si même on donne des mots pour en définir, et ben ça ne veut pas dire que on le définit complètement. Ouais, c'est sûr. Mais c'est le grand problème de toute façon de poser des mots sur les choses, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un problème. C'est à la fois une solution et un problème. Ça a été une solution pour communiquer, mais ça a créé tout un tas de, plein comment on appelle ça? D'épiphénomènes, quoi, dû à ça. En fait, faut pas oublier que, à la base, les mots, c'était pour se faciliter la vie, mais que faut pouvoir en sortir aussi, quoi. Et c'est pas définitif, quoi. Ouais, c'est ça. Je disais l'autre jour, et par contre, je sais plus du tout qui c'est qui disait ça, mais il disait que c'est comme le fait de donner un nom à une œuvre d'art.
La personne qui va être spectatrice, il va forcément avoir un biais cognitif entre le nom qu'on donne à l'objet et l'expérimentation qu'elle va en faire. Si on donne un certain nom à une œuvre d'art, ben on va forcément faire une association entre ce qu'on voit ou qu'on ressent et le nom que l'artiste a donné à l'œuvre d'art en elle-même. Et du coup, ça forcément, ça nous donne une direction dans notre manière de réagir à cette œuvre d'art-là. Et que des fois, ne pas mettre de titre aussi, ça permet de pouvoir aussi l'esprit être dégagé des fois de certaines pensées qui vont avoir une incidence préalable sur notre manière d'appréhender l'œuvre d'art. Et des fois, paradoxalement, le fait d'avoir un titre, ça nous permet justement de pouvoir mieux encore apprécier l'œuvre face à nous. Tout est une question de sens, en vérité. Moi, je sais que quand les fois où j'ai mis des titres sur des pièces, c'était pour je sais pas, c'était pour presque pas complexifier encore, mais je veux dire encore plus troubler la chose, quoi. Moi, j'ai un peu du mal avec la résolution, le fait que l'œuvre soit résolue, qu'on sache ce qu'elle veut dire exactement. Moi, j'aime bien quand c'est vous, quoi, quand chaque personne y verra quelque chose de différent. Mais je pense que pour pas mal d'artistes, c'est un peu problématique, j'ai l'impression. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent qu'on comprenne bien ce qu'ils ont voulu dire, quoi, et qu'on comprenne pas à côté. Alors que c'est beau aussi quand les choses sont comprises un peu à côté. Enfin, ça crée des beaux accidents des fois, quoi. C'est vrai ce que tu dis. Et ben écoute, je te propose un peu de passer aux 4 dernières questions du podcast. C'est quoi ta définition d'un artiste? Aïe. On parlait justement du sens qu'on donne aux choses, le fait de pas mettre de titre. Bah ouais, c'est très dur, hein, parce que justement, comme je te disais, vu que moi j'ai l'impression que c'est juste un espèce de petit condiment à ajouter au monde, quoi. Comment définir la personne qui fait ça, j'avoue que c'est très difficile pour moi. Est-ce que ce serait, tu parles de condiment, est-ce que ce serait peut-être un cuisinier? Cuisiner le monde? Ouais, je sais pas, quelqu'un qui... Moi, je pense qu'en fait, tout simplement, c'est quelqu'un qui fait corps complètement avec sa pratique, peu importe ce qu'elle est. C'est-à-dire qui se lève vraiment le matin pour cette chose-là et qui est indissociable de ça, quoi. C'est pour moi, ouais, un ou une artiste, c'est vraiment, c'est pas quelqu'un qui a sa vie et qui d'un coup va au travail, même si ce travail c'est de l'art entre guillemets. Pour moi, ça peut être que indissociable et du coup totalement sincère et naturel. Et pour moi, c'est là que je fais la distinction, quoi. C'est une sorte d'élan vital, quoi, qui est incontrôlable et qui peut prendre n'importe quelle forme, mais qui est vraiment, ouais, indissociable de l'humain. D'accord. Merci. Si tu pouvais collaborer avec un artiste aujourd'hui décédé pour réaliser une œuvre, tu choisirais qui? Et bah, j'allais dire du coup pourquoi pas Andy Kaufman, mais bon après humainement, il avait l'air un peu compliqué, quoi. Créer un spectacle avec des spectacles pour enfants avec des objets. Voilà. Avec des glaces et de la musique. Est-ce que tu as un conseil ou des tips à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une pratique artistique? Ah bah le seul type c'est faire vraiment, quoi. Parce qu'en fait je crois que des fois on se rend pas compte. Je parle souvent de ça avec un ami, mais je sais pas, des fois tu lis la biographie d'un artiste, d'un grand artiste entre guillemets, et tu lis toutes les lignes et t'as l'impression qu'en fait il a été un artiste incroyable toute sa vie, mais en fait, si tu regardes bien, les premières lignes qui sont dites, en fait, en les remettant dans le contexte, bah, c'est quelqu'un, la plupart du temps, c'est quelqu'un dans son coin qui fait des choses, quoi. Vues après, a posteriori, elles sont magnifiées, etc. Mais à la base, c'est vraiment juste quelqu'un qui décide de faire, quoi. Peu importe les moyens, peu importe les retombées, peu importe le médium, etc. Mais c'est à partir d'un moment il ou elle a fait pour de vrai, quoi. Moi je pense que ouais, il y a vraiment que ça à mettre en place. Faut pas se demander est-ce que j'ai le matériel qu'il faut, est-ce que j'ai la place, est-ce que j'ai machin. Il faut pas avoir peur de rendre les choses concrètes, quoi. C'est hyper beau le moment où ça devient concret, et en plus
l'avantage qu'on a aujourd'hui quand même, c'est mine de rien avec Internet, avec les réseaux, etc., c'est de pouvoir rendre les choses facilement accessibles. Du coup, ouais, le seul conseil, c'est vraiment de faire ça. Super. Dernière question, est-ce que tu as un artiste à nous faire découvrir? Une poète que j'adore, qui s'appelle Laura Vasquez, que j'ai découvert un peu par hasard sur les réseaux, je crois. Moi, c'est vraiment quelque chose que je connais, enfin, que je consomme très peu, la poésie vraiment en tant que médium, quoi. Mais là, je sais pas, j'ai été hyper bluffé, quoi. Il y a notamment des vidéos sur YouTube, quoi. Vous pouvez aller voir son compte. Je crois que ça s'appelle juste Laura Vasquez, je crois. Il y a des vidéos comme ça de poésie et moi je trouve ça vraiment hyper beau, très simple aussi, encore une fois, quelques mots. Enfin, c'est vraiment encore une fois, c'est un médium que j'ai très peu l'habitude de consommer et c'est pour ça que je parle de ça parce que ça m'a vraiment ça m'a fait me dire ok, c'est un médium qui existe toujours et qui est toujours enfin qui crée encore des super choses, quoi. Merci à Dimanche d'avoir partagé sa manière de faire de l'art. Tu peux retrouver son travail 24 heures sur 24 du lundi au dimanche sur Instagram en cherchant Dimanche avec un Y. Tu peux aussi écouter sa musique sur YouTube, Spotify ou encore SoundCloud. Et si tu veux regarder ses gestes pour sauver le monde, c'est sur Instagram et sur TikTok que ça se passe. Tu le trouveras facilement en cherchant tout simplement Gestes pour sauver le monde. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu veux soutenir Gérard, n'hésite pas à mettre une note à l'épisode, à le commenter et à le partager autour de toi et sur les réseaux. Pour ne rien rater de l'actualité de Gérard, n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram et aussi sur le site internet gerardpodcast.wordpress.com. Tu peux aussi nous soutenir en visitant la boutique Gérard Podcast sur Spreadshirt. C'était Sébastien de Gérard et je te donne rendez-vous tous les derniers dimanches de chaque mois pour un nouvel épisode. Bisous bisous.